la mort n'est un rien. Elle déplace seulement la lumière vers un autre horizon. En 1943, en pleine obscurité de la Seconde Guerre mondiale, un homme dont l'identité demeure encore anonyme a enregistré une conversation secrète avec l'un des scientifiques les plus brillants de tous les temps. Cette conversation fut immédiatement classée confidentielle, dissimulée, archivée sous clé et effacée de tous les registres officiels. La raison ? Ce qui fut dit cette nuit-là pourrait changer notre compréhension de la vie et de ce qui vient après. Pendant des décennies, on pensa que cet enregistrement était perdu. Mais en 2022, un coffre oublié dans le sous-sol d'une ancienne résidence à Princeton, New Jersey, fut ouvert. À l'intérieur, un cylindre métallique, une bande magnétique rouillée et un message écrit à la main. Ces mots pourraient transformer l'humanité ou la détruire. Ce que vous allez entendre n'est pas une interview conventionnelle, mais une confession. Le témoignage intime d'un homme qui, approchant de la mort, décida de révéler ce qu'il n'avait jamais osé dire de son vivant. Si vous êtes sceptique, je ne vous blâme pas. Cela ressemble à une légende, une invention, un mythe moderne. Pourtant, les mots que vous entendrez furent prononcés avec la voix tremblante et sincère de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à révéler. Préparez-vous, car après cela, vous ne verrez plus jamais la mort de la même manière. C'était une nuit froide de printemps. Dehors, le vent s'infiltrait entre les arbres du campus de Princeton, comme s'il murmurait des secrets que personne d'autre ne devait entendre. La lampe sur le bureau éclairait à peine le visage de l'homme le plus recherché pour répondre aux questions de l'univers, Albert Einstein. Âgé de 64 ans, ses cheveux ébouriffés étaient déjà la signature incontournable de son génie. Mais cette nuit-là, son regard n'était pas celui du scientifique que tout le monde connaissait. Pas de tableau noir rempli de formules, ni de débats sur la physique quantique. Cette nuit-là, il y avait du silence et quelque chose d'autre, une urgence. De l'autre côté du bureau, un jeune journaliste, dont le nom ne serait jamais révélé, allumait son magnétophone à bobine. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais aussi de la conscience d'être face à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas une interview officielle. Elle ne serait publiée dans aucun journal. Comme Einstein lui-même le décrivit, c'était une conversation pour l'éternité. Le professeur se servit une tasse de thé au miel, en prit une gorgée, ferma les yeux quelques secondes, puis parla d'une voix si basse qu'elle semblait presque un murmure. « Tu dois me promettre que cela ne sera pas rendu public avant que le monde ne soit prêt. » Le journaliste acquiesça. Einstein le fixa comme s'il pouvait voir au-delà de son visage, jusqu'à son âme. « Je suis fatigué, pas du corps, mais du silence. Parfois, quand on a trop vu, le poids ne se porte pas sur le dos, mais dans le cœur. » Il y eut une pause. Le pendule dans un coin de la pièce marquait 10 heures. Le journaliste déglutit et osa enfin. « Professeur, pourquoi moi ?» Einstein esquissa un sourire. Ses yeux pétillèrent d'un mélange de tristesse et de complicité. « Parce que tu écoutes et parce que tu n'as pas peur des questions sans réponse. » Puis, il se leva lentement, marcha vers une étagère couverte de poussière et en sortit un carnet de cuir usé par le temps. Il le posa sur la table, épais, rempli de pages manuscrites, de formules mélangées à des symboles étranges, presque ésotériques. Ce que j'ai écrit ici, je ne l'ai jamais montré à personne, pas même à mes collègues les plus proches, car ce n'est pas de la science au sens traditionnel. C'est autre chose, quelque chose qui commence là où la physique s'arrête. Le journaliste baissa les yeux sur le carnet. Une phrase en allemand était inscrite sur la première page. « Was jenseits ist, kann nicht gemessen werden. » Ce qui est au-delà ne peut être mesuré. Ce journal, je l'ai commencé après une expérience que j'ai vécue en 1938, lors d'une nuit de forte fièvre. Cela aurait pu être un délire, mais ça ne ressemblait pas à un rêve. C'était plus réel que la réalité elle-même. J'ai vu des choses, perçu des structures qu'aucune équation ne peut expliquer. J'ai entendu une vibration, comme si l'univers entier chantait une seule note. Le journaliste sentit un frisson, non pas à cause de l'étrangeté des mots, mais de la sérénité avec laquelle Einstein les prononçait. C'était le même homme qui avait révolutionné notre vision du temps et de l'espace, parlant maintenant comme un mystique.
Pendant des années, j'ai essayé d'intégrer ce que j'avais vécu dans un cadre scientifique. J'ai cherché dans la théorie des cordes, dans le champ unifié, même dans le comportement des particules subatomiques. Et puis, j'ai compris. Einstein le regarda avec une intensité presque douloureuse. L'erreur de la science n'est pas ce qu'elle cherche, mais ce qu'elle refuse de voir. Elle s'obstine à mesurer ce qui peut être mesuré et rejette ce qui ne peut être que ressenti. Mais il y a quelque chose qui demeure immuable au-delà de la matière, du temps, de l'espace. Ce quelque chose, c'est la conscience. Le journaliste pouvait à peine soutenir son regard. Il n'avait jamais vu quelqu'un parler d'une chose aussi intangible avec une telle conviction. Alors, il posa la question qui l'avait amené là, bien qu'il n'osât l'admettre. « Professeur, pensez-vous qu'il y a quelque chose après la mort ?» Einstein ne répondit pas immédiatement. Il marcha vers la fenêtre et contempla le ciel. Les étoiles étaient à peine visibles derrière une fine couche de nuages. Puis, d'une voix claire et calme, il dit « Croire n'est pas le mot juste. À mon âge, je préfère savoir. » Le journaliste sentit cette phrase le transpercer. Elle portait une certitude qui ne venait pas de la foi, mais de l'expérience. Einstein revint s'asseoir, posa ses mains sur le carnet et le tourna lentement vers le journaliste. « Tout ce que tu as besoin de savoir est là-dedans, mais ne cherche pas de réponses immédiates. L'important, c'est la question, toujours la question. » À cet instant, le pendule marqua 22h15. Le vent dehors frappa doucement la fenêtre, comme si quelque chose d'invisible voulait entrer ou peut-être sortir. Il me reste peu d'années, peut-être quelques mois. Mourir ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est que l'humanité continue de chercher au mauvais endroit. La mort n'est pas l'ennemi. L'ignorance, oui. Le journaliste submergé baissa les yeux. Il savait que ce qu'il venait d'entendre n'était pas seulement une interview, mais un voyage dont il ne reviendrait pas inchangé. Et bien qu'il ne le sût pas encore, ces mots allaient changer sa vie à jamais. Il savait qu'il devait poser la question, qu'il était là pour une raison. Cette nuit n'était pas un hasard, c'était un destin, mais ses lèvres tremblaient encore. Comment formuler à Albert Einstein la question la plus ancienne de l'humanité? Il prit une profonde inspiration et murmura presque inaudible « Professeur, pensez-vous qu'il y a quelque chose après la mort ?» Einstein ne répondit pas tout de suite. Il resta immobile, comme si son âme voyageait vers un lieu lointain. Le silence devint si dense que le journaliste entendait le tic-tac du pendule comme une sentence suspendue dans l'air. Puis, lentement, le professeur ferma les yeux et murmura « Croire n'est pas le verbe juste ». Il rouvrit les yeux. Son regard brillait d'une lueur différente, comme s'il parlait depuis un autre plan de conscience. « À ce stade de ma vie, je n'ai plus besoin de croire. Je préfère savoir. » Le journaliste frissonna. Cette phrase n'était ni mystique ni dogmatique. Elle sonnait comme une formule mathématique, une loi naturelle que personne n'avait osé énoncer. Einstein s'installa confortablement dans son fauteuil et poursuivit d'une voix posée, presque pédagogique. La science, telle que la plupart la conçoivent, repose sur ce qui est visible, mesurable, quantifiable. Mais il existe des réalités qui ne se manifestent pas dans les laboratoires, des réalités qui existent même si on ne peut les observer au microscope. Le journaliste fronça les sourcils, intrigué. « Parlez-vous de l'âme » Einstein secoua doucement la tête. Le mot « âme » a été malmené pendant des siècles, accaparé par les religions, déformé par les superstitions. Je préfère parler de conscience, car cela, jeune homme, je l'ai vu clairement. Et qu'est-ce que la conscience, exactement? Einstein fit une pause, puis prit une serviette en tissu sur la table, la froissa doucement et la posa devant le journaliste. Regarde cette serviette comme si elle était une vague. Tant que le vent souffle, la vague existe. Elle a une forme, une direction. Mais quand le vent s'arrête, que se passe-t-il? L'eau retourne à la mer. Einstein sourit. Exactement. La conscience humaine est comme cette vague. Tant qu'il y a un corps, elle se manifeste, pense, ressent, aime, craint. Mais quand le corps meurt, la conscience ne s'éteint pas. Elle retourne simplement à son origine, à l'océan. Le journaliste prenait des notes frénétiquement. Chaque mot du professeur était comme une brique dans une nouvelle architecture de la compréhension, mêlant science, philosophie et quelque chose de plus sacré. Pendant longtemps,
J'ai cru que tout ce qui ne pouvait être exprimé par une équation devait être rejeté, mais en étudiant le temps, l'espace, la courbure de la réalité, j'ai découvert que quelque chose manquait. Une variable qu'aucun instrument ne peut mesurer, mais qui est présente dans chaque expérience, l'observateur. L'observateur, oui, la conscience qui observe, celle qui est là avant toute équation. La mécanique quantique l'a pressenti, mais n'a jamais osé le nommer pleinement, car admettre que la conscience façonne la réalité, c'est trop. Le journaliste se pencha en avant, fasciné. « Êtes-vous en train de dire que la mort n'est pas la fin ?» Je dis que la conscience ne meurt pas avec le corps, car elle n'appartient pas au corps. Le cerveau ne la génère pas, il n'est qu'une antenne, un récepteur. Quand le récepteur s'éteint, le signal continue d'exister. Un éclair lointain illumina brièvement la fenêtre. Dehors, l'orage approchait. Einstein poursuivit, d'un ton plus grave. « J'ai étudié les motifs de l'univers pendant des décennies. Tout est connecté. L'intrication quantique, le champ unifié, la résonance du vide, tout pointe vers une seule vérité. La conscience est non locale. Elle n'est pas dans l'espace, pas dans le temps, elle est au-delà. » Le journaliste se frotta les yeux, incrédule face à ce qu'il entendait. « Mais, professeur, comment pouvez-vous en être si sûr ?» Einstein soupira. « Parce que je l'ai ressenti, parce que je l'ai vu dans des équations que je n'ai jamais publiées, parce que même la célèbre E égale mc au carré n'est que la surface de quelque chose de bien plus profond. Il y a une autre énergie, plus subtile, l'énergie de la conscience. Et que devient cette énergie après la mort ?» Einstein le regarda intensément. « Cela dépend. Toutes les consciences ne suivent pas le même chemin. Certaines reviennent, d'autres s'accrochent, d'autres encore s'élèvent. Parlez-vous de réincarnation? Appelle ça comme tu veux, mais ce n'est pas automatique. C'est un choix, un processus. La conscience continue d'apprendre, d'explorer, jusqu'à ce qu'elle soit prête à retourner à son origine ou à se libérer du cycle. » Le journaliste resta silencieux. Il avait entendu beaucoup de choses dans sa vie, mais rien d'aussi puissant, d'aussi limpide, d'aussi vrai. Einstein se leva lentement, marcha vers la fenêtre et contempla le ciel couvert de nuages. Puis, presque pour lui-même, il dit « Nous ne sommes pas des corps avec une âme, nous sommes des âmes expérimentant un corps. La mort n'est que la fin d'un chapitre, pas du livre. » Le journaliste voulut poser une autre question, mais quelque chose en lui intima le silence. Parfois, la sagesse consiste à écouter. Cette nuit-là, il comprit qu'il avait pénétré un territoire dont on ne revient pas inchangé. Le professeur resta debout près de la fenêtre quelques secondes. Dehors, l'orage approchait. Les branches des arbres s'agitaient, comme si elles aussi voulaient entendre ce qui allait être dit. Le journaliste observait en silence, conscient que chaque mot d'Einstein pouvait bouleverser sa perception de la réalité à jamais. Einstein revint lentement s'asseoir, s'installa dans son fauteuil et dit d'une voix posée « Pendant des décennies, le monde m'a associé à une seule idée, la relativité. On me questionne sur l'espace, le temps, la vitesse de la lumière, mais personne ne m'a jamais demandé « À quoi sert de comprendre le temps si l'on ne comprend pas l'observateur du temps ?» Le journaliste fronça les sourcils. « L'observateur. Oui, car sans observateur, il n'y a ni temps, ni espace, ni réalité. Qu'est-ce qu'un film sans spectateur? Rien d'autre qu'une bande dénuée de sens. L'univers a besoin de la conscience pour exister. C'est ce que la science n'ose pas encore accepter. » Il prit une inspiration et poursuivit. « La théorie de la relativité m'a permis de comprendre que le temps n'est pas absolu, pas une ligne droite comme on nous l'a appris à l'école. Il est flexible, il s'étire, se courbe, selon la vitesse, la gravité, le point de vue. Si le temps peut changer selon l'observateur, qu'est-ce que cela dit de la réalité ?» Le journaliste réfléchit un instant et répondit « Qu'elle n'est pas fixe. » « Exactement. Et si elle n'est pas fixe, elle peut être façonnée. » Einstein se pencha en avant, ses yeux brillants d'une intensité qui semblait traverser les dimensions. « Écoute bien ce que je vais te dire. Le temps n'est pas une force, c'est une illusion créée par la perception de la conscience. Nous ne voyageons pas dans le temps, c'est le temps qui se plie à notre perception. Vous dites que le temps n'existe pas comme nous le croyons? Il existe comme un outil, une illusion utile dans cette expérience physique. Mais la conscience, elle, est réelle, éternelle, hors du temps. » Le journaliste notait avec des mains tremblantes.
La pièce semblait plus dense, comme si l'espace lui-même écoutait en silence. Einstein poursuivit. « Permets-moi d'expliquer avec un exemple. Si tu es dans un train voyageant à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête pour toi. Pas une seconde ne passe, mais pour quelqu'un qui t'observe de l'extérieur, des années peuvent s'écouler. Alors, qui a raison? Les deux, selon leur cadre de référence. Exactement. Le temps est relatif à l'observateur, mais il y a quelque chose qui reste constant dans les deux cas. La conscience qui observe, ce témoin silencieux qui existe même quand le corps dort, même quand les pensées s'arrêtent. C'est la véritable identité de l'être humain. Le journaliste s'arrêta, leva les yeux. Alors la conscience est plus fondamentale que la matière? Einstein acquiesça lentement. Oui. Et plus encore, la conscience ne naît pas de la matière, elle lui est antérieure. Tout ce que nous appelons réalité, l'univers entier, naît comme une projection de la conscience. Mais cela ressemble plus à de la philosophie orientale qu'à de la physique. Et pourtant, cela concorde avec ce que la mécanique quantique nous a montré. Einstein se leva de nouveau, prit une craie et écrivit 2 mots sur le tableau, intrication quantique. Quand 2 particules interagissent, puis se séparent, elles restent connectées, peu importe la distance. Si tu modifies l'une, l'autre réagit instantanément. Pourquoi? Comment? On ne le sait pas encore avec certitude. Exactement parce que le modèle matérialiste ne peut l'expliquer. Mais si nous comprenons que ces particules partagent une conscience commune, tout devient clair. La séparation est une illusion, tout est connecté, car tout naît du même champ de conscience. Le journaliste regardait le tableau, absorbé. « Professeur, si cela est vrai, alors nous ne sommes séparés de rien. » Einstein sourit, satisfait. « Non, nous ne le sommes pas. Et c'est pourquoi, quand le corps meurt, ce n'est pas la fin. C'est simplement la disparition de l'illusion de séparation. La conscience retourne à son état originel, libérée du temps, libérée de l'espace. Une rafale de vent frappa la fenêtre avec force. L'orage était enfin là, mais dans la pièce, tout semblait en paix. Einstein s'assit de nouveau. Son ton devint plus doux, plus humain. « Sais-tu, quand j'étais jeune, je pensais que découvrir les lois de l'univers serait ma plus grande réussite. Mais avec les années, j'ai compris que le véritable mystère ne réside ni dans les étoiles, ni dans les atomes. Il est ici. » Il se toucha la poitrine. Dans cette étincelle silencieuse qui observe, qui ressent, qui aime. Dans ce que personne ne peut mesurer, mais que tous expérimentent. Le journaliste baissa les yeux. Quelque chose en lui s'était ébranlé, quelque chose de profond. Et si un jour nous parvenons à unir la science et la conscience, l'univers ne sera plus une énigme, ce sera un miroir. Le journaliste nota ces mots comme s'ils étaient sacrés. Un miroir. Et à cet instant, il comprit qu'il ne parlait pas de l'univers là-dehors, mais de l'univers à l'intérieur. La pluie frappait les vitres avec plus de force. Le vent hurlait entre les arbres du campus, comme si l'univers voulait participer à la conversation. Dans le bureau, cependant, régnait un silence sacré. Le journaliste posa sa plume, regarda Einstein, encore bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. « Professeur, si la conscience est au-delà du temps et de l'espace, si ce que nous sommes ne meurt pas, mais se transforme, alors je dois vous poser la question que beaucoup redoutent. Croyez-vous en Dieu ?» Einstein ne répondit pas immédiatement. Il croisa les mains sur le bureau et baissa les yeux, comme si la réponse ne se trouvait pas sur ses lèvres, mais dans un recoin profond de son être. Enfin, il releva la tête. Son regard était différent, sans arrogance ni froide certitude, mais empreint d'un mélange de respect et d'humilité face à ce qu'il allait dire. « Cela dépend de ce que tu entends par Dieu. » Le journaliste ne répondit pas. Il savait qu'il devait le laisser parler sans l'interrompre. Einstein poursuivit. « Si tu me demandes si je crois en un vieillard à barbe blanche assis sur un nuage, surveillant chaque être humain, la réponse est non. Ce Dieu anthropomorphique, jaloux, qui récompense et punit comme un juge, n'existe que dans l'imagination humaine. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mais si, par Dieu, tu entends une intelligence qui soutient l'ordre de l'univers, une conscience universelle présente dans chaque particule, chaque atome, chaque pensée, alors oui, non seulement je crois en Dieu, je l'ai ressenti. » Le journaliste plissa les yeux. « Vous l'avez ressenti ?»«
Oui, pas avec les sens du corps, mais avec l'intuition la plus profonde. Parfois, au milieu de mes études, quand tout semblait chaotique, quand les équations ne s'alignaient pas, soudain une lumière, une compréhension qui ne venait pas de moi, mais à travers moi. Comme si une partie de l'univers murmurait son secret. C'est cela, Dieu. Il se pencha légèrement en avant. Dieu n'est pas une entité séparée. C'est l'océan dont nous sommes tous des gouttes. Ce n'est pas quelqu'un qui t'observe de l'extérieur, c'est ce qui en toi observe. Le journaliste sentit un frisson, non de peur, mais de la résonance que ces mots provoquaient en lui. Donc Dieu n'est pas un créateur externe. Dieu n'a pas créé l'univers comme un artisan fabrique une chaise. Dieu est l'univers, et en même temps, il est au-delà. Il est le commencement et la fin, la totalité. Einstein se leva, marcha vers une étagère et prit un petit livre de Spinoza. Il le tenait entre ses mains. Baruch Spinoza est celui qui s'en est approché le plus. Pour lui, Dieu et la nature ne faisaient qu'un, et il fut condamné pour cela. Mais il avait raison. Dieu n'a besoin ni de temple, ni de rituel, ni d'intermédiaire, car il est déjà en tout. Il revint s'asseoir. Ses doigts caressaient les pages avec délicatesse. Les atomes suivent des motifs, les galaxies tournent avec précision, la vie se répète avec intelligence sous des milliers de formes. Et nous osons dire que tout cela est le fruit du hasard, du néant. Non, jeune homme, rien ne naît du vide. Tout naît de la conscience. Et cette conscience, certains l'appellent Dieu. Le journaliste l'observait, le cœur battant. Ce n'était ni de la religion ni de la science, c'était autre chose, une vérité vécue. Mais si c'est le cas, pourquoi la science le nie-t-elle? Pourquoi rejette-t-on l'idée d'un quelque chose de supérieur, de spirituel? Einstein soupira profondément, son visage reflétant des années de frustration contenue. Parce que la science moderne est devenue arrogante. Elle s'est éprise de la raison et a oublié la sagesse. Elle croit que tout ce qui ne peut être mesuré n'existe pas, et c'est une erreur. Et la religion, la plupart des religions, a aussi échoué. Elles se sont accrochées à des dogmes, à des structures de pouvoir. Elles ont dit « ceci est la vérité » et en ont fait une loi. Mais Dieu ne tient pas dans des livres, il ne se laisse pas enfermer dans des mots. Il ferma le livre doucement. Ce que j'essaie de te dire est simple. Dieu ne se prouve pas. Il s'expérimente, non avec les yeux, mais avec l'âme. Quand tu es en silence, quand tu aimes, quand tu comprends quelque chose sans savoir pourquoi, il est là. Le journaliste écrivit un seul mot, unité. Einstein le remarqua et sourit. C'est la clé, l'unité. Tant que l'homme se verra séparé des autres, de la planète, de l'univers, il vivra dans l'illusion. Mais quand il se rappellera qu'il fait partie du tout, alors il s'éveillera. Il s'adossa à sa chaise, comme s'il venait de libérer quelque chose qu'il portait depuis trop longtemps. J'ai passé ma vie à chercher une théorie unifiée, quelque chose qui relie la gravité, l'électromagnétisme, l'énergie, la matière. Mais maintenant, je sais que la conscience était le chaînon manquant, le tissu invisible qui relie tout. Dehors, l'orage semblait s'apaiser. Le journaliste ressentait une nouvelle sérénité l'envelopper, non pas parce qu'il avait toutes les réponses, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il comprenait quelles questions poser. « Professeur, et si le monde n'est pas prêt pour cela ?» Einstein le regarda avec tendresse. « Alors nous attendrons, car la vérité n'a pas besoin d'être imposée, elle a seulement besoin d'être rappelée. » Puis il dit à voix basse, « Dieu est le silence entre tes pensées, l'étincelle dans tes yeux quand tu aimes, le souffle invisible qui donne vie à tout ce qui est. » L'orage avait cessé. L'air dans le bureau d'Einstein semblait plus léger, comme si quelque chose d'invisible s'était libéré. Le journaliste referma lentement son carnet. Il pensait que le moment était peut-être terminé, mais juste au moment où il s'apprêtait à remercier le professeur, Einstein parla de nouveau, d'une voix plus ferme, plus grave. « Il y a encore quelque chose que je dois te dire. » Le journaliste rouvrit son carnet sans un mot. Ce qui vient après la mort n'est pas une destination unique pour tous. Chaque conscience vit un processus différent, une traversée unique. Il n'y a ni jugement final ni châtiments éternels, mais il y a des conséquences, une résonance. Le journaliste leva les yeux, intrigué. Que voulez-vous dire par résonance? Que ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous faisons ne disparaît pas. Cela vibre, laisse une trace,
et cette trace détermine où nous irons après avoir quitté ce corps. Einstein s'adossa à sa chaise. Ses yeux ne regardaient plus le journaliste, mais quelque chose au-delà, comme s'il observait à travers une fente entre les mondes. Les consciences qui ont vécu attachées à la peur, au pouvoir, à l'avidité, ne peuvent s'élever facilement. Elles restent piégées dans les couches les plus denses de la réalité. Elles errent, répètent, s'accrochent aux ombres de ce qu'elles étaient. Il fit une pause, sa voix s'abaissant encore. Mais celles qui ont vécu en quête de vérité, cultivant l'amour, offrant de la compassion, celles-là s'élèvent, se rapprochent de l'origine et finalement se libèrent. Le journaliste nota les mots lentement. Il n'y a pas de châtiment, il y a de la vibration. Einstein acquiesça en voyant la phrase. Exactement. Ce qu'on appelle paradis et enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience, des fréquences. Et ce qui est magnifique, c'est que nous ne sommes pas prisonniers. Nous pouvons changer, nous pouvons choisir. Alors, la réincarnation existe? Einstein sourit légèrement. Oui, mais pas comme la plupart l'entendent. Ce n'est pas automatique, ni un châtiment, ni une récompense. C'est une possibilité, un choix profond pris à un niveau de conscience que nous ne nous rappelons pas ici. Qui choisit? Toi-même, mais pas toi en tant que ce personnage avec un nom et un prénom. Toi en tant qu'essence, étincelle éternelle. Il y a des apprentissages qui ne s'acquièrent qu'en s'incarnant, qu'en les vivant avec le cœur, le corps, l'âme. Le journaliste resta silencieux, digérant chaque mot. Einstein poursuivit. J'ai lu des témoignages d'enfants qui se souvenaient de vies antérieures avec des détails impossibles, et j'ai analysé ces cas avec scepticisme, cherchant des erreurs, des explications alternatives. Mais certains ne peuvent être réfutés. Ce que ces enfants se rappellent n'est dans aucun livre, aucune histoire familiale. Et pourtant, c'est vrai. Le journaliste se remémora une histoire de son enfance, celle d'une petite fille qui connaissait l'adresse exacte d'une maison dans un village où elle n'était jamais allée. Il frissonna. Chaque vie est une opportunité, continua Einstein. Une leçon, un pas de plus vers la compréhension totale. Certaines consciences ont besoin de 100 vies, d'autres de 1000. Et il y a celles qui, en une seule vie, s'éveillent complètement. Et que se passe-t-il quand une conscience s'éveille totalement? Einstein ferma les yeux quelques secondes, comme s'il visualisait quelque chose d'indescriptible. C'est la libération, la sortie du cycle, ce que les anciens appelaient moksha, nirvana, l'union avec la source. Mais attention, il rouvrit les yeux et le fixa. Cela ne signifie pas qu'elle s'annule, qu'elle disparaît. La conscience ne se dissout pas dans le néant, elle se fond dans le tout, conservant l'expérience, la sagesse, la lumière qu'elle a cultivée. Et elle ne revient que si elle le souhaite. Certaines choisissent de revenir, non par nécessité, mais par compassion, pour aider d'autres à trouver leur chemin. Ces âmes sont les grands maîtres, ceux qui viennent non pour apprendre, mais pour rappeler et servir. Le journaliste sentit un nœud dans la gorge. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Des êtres qui reviennent volontairement dans un monde de souffrance pour aider les autres à s'éveiller. Et comment savoir à quel stade nous en sommes? Einstein sourit avec douceur. Tu le sais parce que tu désires. Si tu cherches encore à contrôler, posséder, dominer, tu es aux premières étapes. Si tu aspires à comprendre, aimer, lâcher prise, tu es déjà en train de t'éveiller. Et si tu es prêt à servir sans rien attendre en retour, alors tu marches déjà vers la lumière. Le journaliste écrivit la dernière phrase en la soulignant. Le désir révèle le niveau de conscience. Professeur, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire, ici et maintenant, pour avancer dans ce cycle? Einstein acquiesça lentement. Oui, beaucoup de choses, mais tout se résume à une seule. Vivre avec intention. Fais de chaque acte, même le plus petit, un reflet d'amour, de vérité, de respect. L'univers ne mesure pas les gestes, il mesure la fréquence. Et chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que l'ego, tu élèves ta vibration. La lampe sur la table se mit à clignoter. Un grondement lointain brisa le silence. Le journaliste regarda autour de lui. Tout semblait différent, comme si la pièce s'était légèrement déplacée dans une autre dimension. Einstein remarqua son trouble et dit calmement « Quand tu touches la vérité, le monde répond. Parfois par de subtils signes, parfois par des miracles. Rien n'est déconnecté. Tout répond à ton état intérieur. »
Il se leva une fois de plus, marcha vers la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir. Une fine bande de lumière argentée se dessinait à l'horizon. Nous sommes des voyageurs du temps et de l'âme. Nous venons, nous oublions, nous apprenons, nous nous souvenons, et un jour, nous rentrons chez nous. Le journaliste ne dit rien, il écrivait, des larmes silencieuses dans les yeux. Nous ne sommes pas le corps qui meurt, nous sommes la conscience qui revient. La lumière de l'aube commençait à poindre à l'horizon. Le ciel, encore couvert de nuages, laissait filtrer les premières touches de lumière. Dans le bureau, l'atmosphère était dense, mais sereine. Les mots d'Einstein sur le cycle de la conscience résonnaient dans l'air comme des échos sacrés. Le journaliste, le cœur agité et les doigts engourdis par tant de notes, leva lentement les yeux. Il savait que la question suivante était inévitable. « Professeur, si tout fait partie d'un plan plus grand, si notre conscience revient et apprend, alors dites-moi, pourquoi devons-nous souffrir ?» Einstein ne répondit pas immédiatement. Il marcha vers la cheminée, raviva un peu les braises et revint s'asseoir. Il semblait choisir ses mots avec un soin absolu. « Cette question, jeune ami, est celle qui m'a le plus poursuivi dans la vie. » Il prit une gorgée de thé désormais tiède, posa la tasse sur la table et croisa les doigts devant lui. « J'ai vu des guerres, des injustices, des morts absurdes. J'ai reçu des lettres de mères ayant perdu leurs enfants, d'hommes ayant tout perdu, et ils posent tous la même question. Pourquoi ?» Il fit une pause, puis regarda le journaliste avec profondeur. « Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi répondre. » Le journaliste baissa les yeux. Il savait qu'il n'était pas face à un discours théorique, mais à une confession, une blessure ouverte. Mais avec les années, mes études et surtout mon expérience, j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon de voir la douleur. La souffrance n'est pas un châtiment, c'est un maître. Un maître ? Einstein acquiesça. Oui, le plus sévère, mais aussi le plus honnête. La douleur nous confronte à l'essentiel, arrache nos masques, nous oblige à regarder en nous. Quand tout va bien, l'âme dort, mais quand viennent la perte, la maladie, la trahison, quelque chose s'éveille. Le journaliste serra son stylo, repensant à ses propres cicatrices, à des moments qui avaient changé sa vie. Il comprenait parfaitement ce que le professeur disait. Einstein poursuivit. Imagine une graine sous la terre. Obscurité, pression, froid. Si tu étais cette graine, que penserais-tu? Peut-être que tu es en train de mourir, mais en réalité, tu es sur le point de naître. Il fit une pause. La souffrance, c'est cette obscurité. Ce n'est pas la fin, c'est le processus qui précède la transformation. C'est ce qui fait germer la conscience. Le journaliste inspira profondément. Et ceux qui souffrent sans comprendre? Ceux qui se brisent au lieu de fleurir? Tous ne s'éveillent pas dans la même vie, répondit-il avec compassion. Certains résistent, d'autres s'abandonnent à la haine, au désespoir. Mais même ces expériences font partie du chemin, car toute douleur, aussi inutile qu'elle semble, laisse une trace, et cette trace n'est jamais effacée. Elle est emportée et, un jour, comprise. Vous dites que même la douleur a un sens, même si nous ne le comprenons pas? Einstein acquiesça fermement. Exactement. Mais il ne s'agit pas de justifier l'injustice ou le mal. La souffrance que les humains s'infligent les uns aux autres naît de l'inconscience, de la déconnexion. Mais même dans ces cas, la conscience affectée grandit, apprend, se renforce. Le journaliste écrivit en grandes lettres « La souffrance n'a de sens que lorsque l'on s'éveille. Professeur, vous avez souffert. » Einstein ferma les yeux un instant. « Oui, plus que beaucoup ne le pensent. J'ai perdu des êtres chers. J'ai été trahi, attaqué pour des idées incomprises. J'ai vu le savoir que j'ai contribué à développer être utilisé pour la guerre, et pendant longtemps, je me suis blâmé. » Il rouvrit les yeux, son regard humain, blessé, réel. Mais un jour, j'ai compris que même cela faisait partie de mon chemin. La souffrance m'a appris l'humilité, m'a ramené au cœur, m'a rappelé que l'intelligence sans compassion est dangereuse. Le journaliste resta silencieux. Les mots le traversaient comme des lames douces. Einstein prit une profonde inspiration et ajouta « Quand une conscience traverse la douleur avec ouverture, elle se transforme, elle éveille des capacités endormies, empathie, patience, gratitude, sagesse. La douleur est le feu qui purifie, et si tu ne peux pas la porter, alors demande de l'aide.
Personne n'a dit que tu devais la supporter seul. L'univers ne récompense pas les martyrs, il récompense ceux qui osent être vulnérables, ceux qui s'ouvrent, ceux qui, même au cœur de la souffrance, choisissent de continuer à aimer. Le journaliste nota lentement, les larmes brouillant sa vue, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, plutôt de compréhension. Einstein regarda vers la fenêtre où le ciel commençait à s'éclaircir. En fin de compte, la souffrance nous prépare à recevoir. Ce n'est que lorsque le cœur a été brisé qu'il peut se remplir de vérité. Ce n'est que lorsque tout est perdu qu'on peut se trouver soi-même. Un long silence s'installa. Le journaliste referma son carnet et dit à voix basse « Merci, professeur, de ne pas avoir caché votre douleur. » Einstein sourit, comme s'il s'était libéré d'un poids. Aucune grande conscience ne s'est éveillée sans avoir souffert. La douleur n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est d'y résister. Le journaliste nota cette phrase comme un épilogue final. La douleur ne te brise pas, elle te révèle. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux. Une pâle clarté enveloppait le bureau d'Einstein, se mêlant à la faible lueur de la lampe encore allumée. Le journaliste pensa qu'il était peut-être temps de conclure, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Einstein parla de nouveau, d'une voix plus grave, plus urgente. « Il y a quelque chose que je ne peux plus taire. » Le journaliste releva les yeux. Le visage du professeur s'était transformé. Sa sérénité habituelle était désormais traversée par une ombre de profonde inquiétude. Ces dernières années, j'ai observé une tendance qui m'inquiète, une tendance silencieuse mais dangereuse. L'humanité progresse technologiquement, mais moralement elle régresse. Il fit une pause puis ajouta « C'est comme si nous construisions une tour de plus en plus haute sur des fondations qui s'effritent. » Le journaliste fronça les sourcils. « À quoi faites-vous allusion, professeur ?» La science a progressé. La médecine, l'ingénierie, les communications, tout s'est multiplié, mais pas la sagesse. La conscience collective n'a pas évolué au même rythme que nos machines. Et cela, jeune homme, est une recette pour la tragédie. Il se leva, marcha lentement dans la pièce, comme s'il portait un poids qu'il avait supporté pendant des années. Regarde ce qui se passe. Nous avons la capacité de voyager dans l'espace, mais pas de regarder notre voisin dans les yeux. Nous créons des réseaux qui connectent le monde entier, mais la solitude ne cesse de croître. Nous produisons plus de nourriture qu'il n'en faut, et pourtant des millions meurent de faim. Est-ce cela, l'évolution ? Le journaliste resta silencieux. Einstein s'arrêta devant la fenêtre. Le ciel, encore gris, commençait à s'ouvrir en fines bandes de lumière. Le problème n'est pas la technologie, le problème est qui l'utilise et dans quel but. Il revint s'asseoir. Le silence pesait. La science sans conscience est comme un couteau dans les mains d'un enfant. Elle peut créer des merveilles ou tout détruire. Et que proposez-vous, professeur ? Ce que nous aurions toujours dû faire, nous éveiller, nous souvenir que nous sommes un, que nous ne sommes pas séparés, que ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. Le journaliste baissa les yeux. Les mots étaient simples, mais d'un poids immense. Einstein poursuivit. Nous vivons comme si nous étions des îles, des pays contre des pays, des religions contre des religions, des races contre des races. Mais cette division est une illusion. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que des reflets de nous-mêmes. Pourquoi est-ce si difficile à voir ? Parce qu'on nous a appris à avoir peur, à rivaliser, à nous défendre. Dès l'enfance, on nous enseigne que la vie est une lutte, qu'il y a des gagnants et des perdants, que la valeur d'une personne réside dans ce qu'elle possède. Et ainsi, nous créons une humanité brisée, déconnectée, malade de solitude. Le journaliste nota « Technologie sans amour, science sans âme ». Exactement, dit Einstein en voyant ce qu'il écrivait. Le vrai danger n'est pas la bombe atomique. Le vrai danger, c'est le cœur humain lorsqu'il a oublié qui il est. Il regarda de nouveau dehors. Si l'humanité ne s'éveille pas à sa véritable nature, elle ne survivra pas. Pas par manque de ressources, mais par excès d'ignorance. L'ignorance de quoi ? De ce que nous sommes, une conscience, une avec le tout. Chaque pensée, chaque mot, chaque action a un écho dans la totalité. Si nous ne comprenons pas cela, nous utiliserons nos avancées pour nous détruire au lieu de nous libérer. Le journaliste déglutit. Il est encore temps. Einstein le regarda, son visage empreint d'espoir malgré tout. Oui, il y a toujours du temps, mais nous devons agir. Nous devons enseigner aux enfants non seulement les mathématiques, mais aussi la compassion.
Nous devons parler d'éthique autant que de science. Nous devons regarder l'autre et dire « Toi aussi, tu es moi ». Et si le monde n'écoute pas, alors sois toi-même la différence. Chaque conscience qui s'éveille en illumine d'autres. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier. Il suffit de ne plus dormir toi-même, car une étincelle peut embraser une forêt. Le journaliste nota la phrase, la soulignant 3 fois. Une étincelle peut embraser une forêt. Professeur, pensez-vous que cette conversation peut changer les choses? Einstein sourit, avec une tristesse mêlée de tendresse. Je ne sais pas. Peut-être que dans 100 ans, quelqu'un lira ou entendra ceci et sentira quelque chose bouger en lui. Et cela suffira. Les grandes transformations ne commencent pas par des foules, elles commencent dans le silence, dans le cœur d'une seule personne. La lumière du jour filtrait désormais pleinement. Le journaliste referma son carnet, regarda Einstein avec respect, admiration et gratitude. Au fond de lui, il comprit que cette aube n'avait pas seulement été le témoin d'une interview, mais d'un avertissement, d'un appel urgent, d'un acte d'amour. Le jour avait officiellement commencé. La lumière naturelle emplissait la pièce, mais les mots d'Einstein semblaient maintenir l'air en suspension, comme si le temps lui-même s'était ralenti entre ses murs. Le journaliste, son carnet rempli de notes, resta silencieux quelques secondes. Il avait une dernière question, une question qui l'avait accompagné depuis qu'il était entré dans cette pièce, une question qu'il craignait peut-être d'entendre. Il prit son courage à 2 mains. « Professeur, si tout ce que nous avons dit est vrai, si la conscience ne meurt pas, où va-t-elle après le corps? Où allons-nous quand tout s'arrête ici ?» Einstein acquiesça doucement, comme s'il attendait cette question depuis le début. La première chose à comprendre, c'est que la conscience ne va nulle part, car elle n'a jamais été attachée à un lieu. Comment cela? Ce que nous sommes, la conscience, n'est pas dans le corps comme du vin dans une bouteille. Le corps est un véhicule, un outil temporaire. Quand il se casse ou s'éteint, la conscience change simplement de fréquence, comme une onde. Exactement. Comme un signal radio. Ce n'est pas parce que tu éteins l'appareil que l'émetteur cesse de transmettre. Il est toujours là, invisible, présent, attendant un autre récepteur. Le journaliste nota en silence. Mais nous ne continuons pas seulement d'exister, nous laissons aussi une trace. Chaque pensée, émotion, décision, expérience que nous vivons est enregistrée. Enregistrée? Où? Einstein s'installa dans son fauteuil, son regard solennel, presque sacré. Il existe un champ d'information qui enveloppe tout l'univers. Certains l'appellent le champ quantique, d'autres la conscience cosmique. Les anciens l'appelaient l'akasha. Les noms changent, mais le principe reste le même. Tout ce que nous vivons y est conservé, comme une mémoire universelle. Oui, une bibliothèque invisible, où chaque instant, chaque histoire, chaque âme est conservée. Et pas seulement ce que nous avons fait, mais aussi ce que nous avons pensé, ressenti. Rien ne se perd. Et nous avons accès à ce champ? Oui, bien que pas toujours consciemment. Parfois, il se manifeste à travers les rêves, l'intuition, les déjà-vus, ou ces sensations inexplicables de connaître quelqu'un sans l'avoir jamais vu. Alors, la mort ne supprime rien. Non, elle ne fait que transformer la forme. La conscience retourne au champ, s'y intègre, et de là, elle contemple, apprend. Parfois, elle décide de revenir, parfois, elle reste simplement. Le journaliste leva les yeux. Et qu'est-ce qui détermine cela? Le niveau de conscience, sa maturité, ses intentions, son désir de continuer à évoluer ou de servir. Einstein fit une pause puis ajouta « La vibration joue aussi un rôle, car dans ce champ, comme dans l'univers entier, tout s'organise par fréquence. Les consciences à basse vibration, celles qui ont vécu dans la haine, l'avidité, la peur, restent près des couches denses. Celles qui ont cultivé l'amour, la compassion, la sagesse s'élèvent, se rapprochent du noyau, du centre, de ce qu'on pourrait appeler la source, le cœur vibrant de tout ce qui existe, l'origine et la destination de toute conscience. » Le journaliste sentait quelque chose remuer en lui, comme s'il entendait une vérité qu'il connaissait déjà, mais qu'il avait oubliée. Einstein se leva, marcha vers une petite étagère et prit un cristal transparent. Il le tenait délicatement dans la paume de sa main. « Tu vois ce cristal ? » « Oui. » La lumière le traverse, mais sous certains angles, il reflète des couleurs. La conscience est ainsi. Elle est pure, mais prend des formes différentes selon l'expérience. La mort ne détruit pas le cristal, elle change seulement l'angle. Il s'approcha,
et plaça le cristal devant le journaliste, qui le prit entre ses doigts, observant les reflets de lumière se décomposer en teintes douces. Einstein revint s'asseoir et dit « Quand nous mourrons, tout ce que nous avons été nous est révélé, non pour nous punir, mais pour que nous comprenions. Et depuis cet endroit, nous décidons, revenir, rester, aider. » Aider? Oui. Certaines consciences, après leur passage, restent proches de ce plan. Elles ne sont ni piégées, ni des fantômes. Ce sont des guides, des présences subtiles qui accompagnent ceux qui cheminent encore ici. Parfois, ce sont nos proches, parfois des âmes liées. Le journaliste sentit un nœud dans la gorge. Il pensa à sa grand-mère, à cette fois où il avait juré sentir sa présence après son départ. Einstein le regarda avec douceur. La mort ne nous sépare pas, elle change seulement le canal de communication. L'amour, quand il est véritable, trouve toujours la bonne fréquence. Le journaliste nota lentement « L'amour traverse les dimensions ». Einstein ferma les yeux quelques secondes, puis conclut « Ce que nous appelons la mort n'est qu'un retour, un retour à la maison. Mais tous ne le vivent pas de la même manière. L'éveil, même après le corps, est progressif. Chaque conscience comprend, guérit, se pardonne à son propre rythme. » Puis Einstein sourit, presque comme un grand-père partageant un secret. Ensuite, c'est juste de la lumière, un état où il n'y a plus de dualité, plus de moi séparé, seulement une conscience pleine, libre, sans peur. Et quand on atteint cet état, il n'y a pas de mots, seulement le silence, seulement l'amour. Le journaliste regarda l'horloge. Les aiguilles indiquaient 6 heures du matin. Dehors, le ciel n'était plus gris, mais un tableau de tons dorés et bleu clair. Le chant d'un oiseau solitaire brisait le silence, comme s'il annonçait quelque chose de sacré. Einstein se leva lentement. Son corps était visiblement fatigué, mais ses yeux brillaient d'une énergie indomptable. Il marcha vers la fenêtre, observa l'aube pendant quelques secondes et murmura « J'ai toujours pensé que le plus difficile serait de découvrir les lois de l'univers, mais non. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'apprendre à vivre en paix avec soi-même. » Le journaliste ne dit rien, il écoutait. Chaque mot s'inscrivait dans sa mémoire, comme si son âme elle-même les écrivait. Einstein se tourna vers lui et dit avec un calme profond « Ce pourrait être mon dernier témoignage, et s'il me survit, je souhaite qu'il ne soit pas vu comme une révélation scientifique, mais comme une invitation. » Une invitation à quoi, professeur? À s'éveiller, à vivre consciemment, à se rappeler que nous ne sommes pas ici par hasard ni par punition. Nous sommes ici pour aimer, apprendre et laisser ce monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Le journaliste baissa les yeux. Le nœud dans sa gorge était désormais impossible à ignorer. Einstein marcha vers le bureau, prit son carnet personnel, le caressa avec respect, puis le referma et le posa près de celui du journaliste. Le savoir sans compassion est dangereux, mais l'amour sans conscience se perd aussi. Alors que devons-nous faire? Einstein le regarda droit dans les yeux, sa voix plus ferme, plus directe. Nous devons choisir, chaque jour, chaque instant. Choisir d'agir depuis la lumière et non depuis la peur. Choisir de construire et non de détruire. Choisir d'unir, pas de diviser. Il fit une pause, puis ajouta « Car le monde n'a pas besoin de plus de génie. Il a besoin de plus d'âmes éveillées. » Le journaliste sentit les larmes déborder. Pour la première fois de sa carrière, il ne pouvait plus écrire, seulement ressentir. Einstein s'approcha, posa une main sur son épaule et, avec une chaleur indescriptible, dit « Si un jour tu décides de partager cette conversation, fais-le uniquement avec ceux qui sont prêts. Ne l'impose pas, ne l'explique pas, offre-la simplement comme une graine et laisse chaque cœur décider s'il veut l'arroser. » Le journaliste acquiesça. Il n'y avait plus rien à dire. Alors, la porte du bureau s'ouvrit doucement. Une femme vêtue de noir, l'intendante, entra discrètement. D'une voix aimable, elle dit « Pardon, professeur, il est temps de vous reposer. » Einstein acquiesça doucement, sans détourner son regard du journaliste. Le corps est fatigué, mais l'esprit est toujours prêt à continuer. Il se tourna une dernière fois vers la fenêtre, observa le soleil qui pointait à l'horizon et murmura « La mort n'est pas la fin, c'est le retour à l'origine. C'est l'éveil pour ceux qui sont prêts à voir. » Il se tourna vers le journaliste et tendit la main. « Merci d'avoir écouté sans peur. Merci d'avoir parlé avec vérité, professeur. » Ils se serrèrent la main, un geste ferme, chaleureux, humain.
Non pas comme celle d'un journaliste et de son invité, mais comme celle de deux âmes qui, l'espace d'un instant, se sont reconnues. Einstein s'éloigna en silence. La porte se referma doucement, et le journaliste resta seul dans cette pièce qui n'était plus la même. L'horloge indiquait 6h06. Le jour commençait à peine, mais quelque chose en lui avait changé à jamais. Il rouvrit son carnet une dernière fois. Sur la dernière page, il écrivit d'une main tremblante « Peu importe ce qui nous attend après la mort, ce qui compte, c'est comment nous choisissons de vivre avant. » Il referma le carnet et sortit dans la rue. L'air était frais, les feuilles craquaient sous ses pas. Il marcha sans but, comme si le monde parlait désormais une autre langue, une langue qu'il commençait à peine à comprendre. Et tandis que le soleil montait, une phrase résonnait en lui, encore et encore, comme un écho infini. La vérité ne crie pas toujours, parfois elle murmure. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une interview ordinaire, c'est un miroir, une invitation, un murmure peut-être destiné à vous. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, s'ils vous ont fait réfléchir, s'ils ont éveillé une émotion que vous ne saviez pas là, ne les laissez pas s'éteindre ici. Partagez-les. Peut-être quelqu'un d'autre a-t-il besoin de les entendre. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette conversation. Abonnez-vous, car cet espace est dédié à ceux qui cherchent, qui ressentent, qui croient encore que la vérité ne s'impose pas, elle se découvre. Rappelez-vous, la mort n'est pas la fin, c'est une porte. Et la véritable question n'est pas ce qu'il y a après, mais comment nous choisissons de vivre avant de la franchir. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, protégez la lumière, car le monde n'est peut-être pas prêt, mais vous, peut-être que oui.